8h14, vous écoutez Europe 1, c'est l'heure de l'interview politique et ce matin, Maxime, vous recevez Jean-Pierre Mignard, avocat, socialiste, proche de François Hollande et catholique. Ça fait déjà au moins 4 bonnes raisons de vous recevoir ce matin. Bonjour Jean-Pierre Mignard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct en ce 25 décembre. Je voulais démarrer cette interview sur un mot prononcé hier soir par le pape François lors de sa messe de Noël. Il lance un appel à la tendresse. Vous ne trouvez pas qu'il y a un côté complètement déroutant, presque saugrenu à lancer un appel à la tendresse vu ce qu'on vit en ce moment? Si le pape n'est pas saugrenu le soir de la veillée de Noël, il ne sera jamais. Et s'il n'utilise pas un mot auquel on ne s'attend pas et qui précisément, malheureusement, ne fait pas partie de nos jours quotidiens, je pense qu'il manquerait à ses devoirs de pape, qui s'est pris un chrétien. Oui, regardez, les chrétiens se réunissent autour d'un petit enfant. D'un petit bébé. C'est déjà intéressant, alors qu'on était habitué à des dieux puissants, vociférants, etc. Le choix a été de se porter sur un enfant, c'est toute l'image de la faiblesse, de la tendresse, précisément, en tout cas même de quelqu'un qu'on doit protéger, à la différence des dieux qui étaient tout-puissants. Et puis alors, je vais peut-être dire aussi, qui est intéressant, dans un monde très divisé, et aujourd'hui les affrontements interreligieux sont très forts, on a un petit bébé, petit enfant qui est un enfant juif. Ce petit enfant juif va devenir le messie des chrétiens. Et puis, les musulmans l'appellent, il est très vénéré dans l'islam. Il est peut-être avec le prophète, peut-être la deuxième personne de l'islam, ce qu'on sait peu, puisque Aïssa est considéré comme la porte de Dieu. Donc, voyez déjà, sur ces trois grandes religions qui constituent le monothéisme, vous avez effectivement une figure de Jésus de Nazareth qui est une figure de trait d'union. Les Asiatiques et les bouddhistes ont une grande admiration et estime pour Jésus. Et puis, alors, beaucoup de gens qui ne croient absolument pas ont de l'estime pour Jésus de Nazareth. Et c'est ça qui est intéressant. Quelle que soit l'image de divinité ou pas que l'on donne à Jésus de Nazareth, il y a là un petit bonhomme qui est un trait d'union. Je reviens au pape, le pape qui a dénoncé toutes les maladies qui gangrènent l'Église, la mondanité, la corruption, les rivalités. C'est presque du Mignard dans le texte. Vous dites exactement la même chose dans votre livre. Bon, mais je pense que c'est tant mieux. Pour une fois, je pense comme le pape qui sans doute le pense depuis beaucoup plus longtemps, comme toute institution. Je pense que toute institution, à terme, vieillit et vieillit mal, que des habitudes se prennent, des conformismes se traînent, et que ce que leur dit le pape, c'est absolument redoutable. À la fin, il leur dit, mais est-ce que vous croyez encore ? Il dit ça aux cardinaux. Est-ce que vous avez la foi ? Et il dit ça aux cardinaux, c'est-à-dire à ceux dont on peut penser qu'ils sont au suprême de la foi. C'est violent, mais finalement, Jésus de Nazareth, quelquefois, dit « je vomis les tièdes ». Sur ce point, le pape est en plein accord avec lui. Mais le pape peut faire bouger les choses, sortir de cette église que vous dites dans votre livre, cette église repliée sur elle-même ? Oui, je pense qu'il peut le faire à condition que les chrétiens soient aussi à la hauteur de la référence qui est la leur. Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. La seule différence, à mon avis, c'est qu'ils ont une référence qui est une référence altière, de très haut niveau. Mais ils ne sont pas meilleurs que les autres. Il y a des gens qui sont très généreux, formidables, merveilleux et témoins de Dieu qui ne sont pas chrétiens. Aux chrétiens d'être fidèles à leur référence. Grosso modo, c'est ce que dit le pape. Je vous demande si le pape François peut faire bouger les choses, parce qu'on l'a vu hier soir à Rome, très fatigué, quasiment incapable de suivre la procession. On a déjà vu ces images-là avec Jean-Paul II, avec Benoît XVI. Vous avez le sentiment que l'histoire se répète ? C'est un homme de son âge. Et donc, en plus, dont les emplois du temps sont assez considérables. Je me demande s'il ne se lève pas pour commencer à prier à 4h, 4h30 du matin. Donc, c'est même bien avant l'émission à laquelle vous avez eu la gentillesse de me convier. Vraiment, effectivement, je pense. Et puis, en plus, on voit qu'il a peut-être un problème de claudication. Oui, c'est sûr, le pape est âgé et tout le monde dit combien de temps pourra-t-il porter sa réforme. Une petite remarque quand même. Oui. Il a créé autour de lui un collège de cardinaux qui lui sont proches, dont notamment le cardinal du Honduras, le cardinal Maradiaga, qui sont eux, aujourd'hui, les véritables agents de la sortie de l'Église, qui est moins, si vous voulez, Urbi, repliée sur elle-même, la ville, que Orbi, dirigée vers le monde. Pas de trêve de Noël, en revanche, pour Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si vous avez vu ça. L'ancien président a publié un message sur son compte Facebook hier soir. Il dit qu'après les drames de Nantes, de Joué-les-Tours, de Dijon, il explique que la faiblesse et le laxisme nous sont interdits. Est-ce que vous le prenez comme un message au gouvernement ? Oui, je trouve ça d'ailleurs surtout un peu bizarre, parce que d'abord, on amalgame des événements qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Un peut être effectivement suscité par
par la haine religieuse, précisément. Et il y a des haines religieuses dans toutes les religions, tout et tout. Et puis d'autres qui sont le fait de faits gravissimes, mais qui sont des faits, malheureusement, de personnes déséquilibrées, instables. Donc, déjà, les mains sur le doigt. Excusez-moi, mais qui peut croire quand même que le gouvernement, que n'importe quel gouvernement, de droite ou de gauche, serait responsable du fait que des gens en état de dépression intense jettent de manière folle leur voiture sur des marchés de Noël, qu'un gouvernement soit responsable de ça? Enfin, écoutez, franchement, on ne peut pas faire non plus feu de tout bois, n'importe quel bois. Et vous pensez que c'est un moment où les responsables politiques ne devraient pas forcément parler, le moment de Noël? Si, bien sûr, mais enfin, ils ne sont pas obligés de faire Enfin, c'est un peu trivial quand même. Il ne faut pas non plus prendre les Français non plus pour des sots. Ils ne le sont pas des niais. Ils vont pas marcher dans des discours de cette nature, qui sont des discours qui visent à faire peur et à dire si on voit pas la lune, c'est la faute du gouvernement, et si le soleil est voilé, c'est la faute du gouvernement aussi. C'est un reproche qu'on faisait à Nicolas Sarkozy quand il était notamment ministère de l'Intérieur. C'était d'aller sur des faits divers comme cela pour en tirer derrière des conclusions politiques. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il recommence à faire la même chose? Pour le moment, je suis peut-être un peu partial, je m'en excuse auprès de tous les auditeurs, mais j'ai pas vu l'ombre d'un changement dans son attitude. Je n'ai pas vu, si vous voulez, cette espèce de hauteur qui fait qu'à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'on est hautain. On voit que la hauteur, c'est pas être hautain, pas s'éloigner des gens. Hauteur, ça veut dire je vais tenter de voir tout ce qui peut vous réunir plutôt que tout ce qui va vous diviser. C'est ça, à mon avis, qui fait en effet d'un leader sa formule. Le président de la République, on le disait, vous êtes très proche, vous faites partie des très proches de François Hollande. Il est rentré de Saint-Pierre-et-Miquelon hier, où il a visiblement voulu faire passer un message. Je suis à l'offensive, c'est ce qu'il dit, je ne fais pas que résister, j'avance. Bref, il est déjà tourné vers 2017. Oui, enfin, quand il est à l'offensive, je pense qu'il est surtout, je crois, dans l'attente de résultats économiques et sociaux qui sont meilleurs. C'est plus que son... Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amitié pour François Hollande, mais lui-même l'a dit. Il a dit, si les résultats sont très mauvais, j'en tirerai les conséquences pour moi-même. Et quand je dis ça, il ne faut pas non plus avoir, c'est vrai, une lecture qui soit une lecture par le bas, qui est, il ne pense qu'à son élection. Je crois surtout que le gouvernement, comme lui, attend des résultats. Mais est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il vous en parle, à vous, son ami? Quand je le vois, oui, bien sûr, c'est sa préoccupation, je veux dire, du matin au soir. Je veux dire, c'est véritablement ça. C'est quand la situation va s'améliorer. Ah oui, vous ne parlez pas de la présidentielle? Ah non. Non, ça pourrait. Enfin, oui, non, mais ça pourrait. Mais enfin, franchement, je vous assure, c'est plus les chiffres du chômage qui l'intéressent aujourd'hui. Je le vois. D'ailleurs, ça peut être lié, mais ça peut être corrélé. Mais enfin, la question majeure, c'est quand la situation va s'améliorer. Il y a des débuts, des éléments de reprise. Mais qu'est-ce que ça veut dire de dire reprise quand il y a 27 500 personnes en chômage supplémentaire? Je suis pas sûr qu'elles nous entendent. Ce qui m'inquiète au plus, et qui s'inquiète aussi, c'est est-ce que nous aurions des reprises qui ne créeraient pas des emplois? On peut dire, regardez les Américains, ils ont... Mais alors, les Américains ont une liberté, notamment en création de monnaie, que nous n'avons pas. Et effectivement, ils ont inondé leur économie de liquidité, qui un jour, parce que c'est comme ça la vie, un jour c'est bien, un jour c'est mal, demain on dira qu'il y a la masse de liquidité dans l'économie américaine va créer des problèmes de bulles à son tour. Mais est-ce que vous sentez, Jean-Pierre Mignard, dans les mots que vous échangez avec François Hollande, ce que l'on peut percevoir dans sa communication, c'est-à-dire une espèce de retournement où là, aujourd'hui, il semble de plus en plus à l'offensive et tourné vers ce qui arrive à la prochaine présidentielle? Je pense qu'il est surtout convaincu vers l'année 2015, où il espère qu'à la fin 2015, il y ait en effet des résultats qui soient pas seulement meilleurs sur le plan économique, ils le seront, mais c'est surtout sur la vie concrète des Français et sur l'emploi. Sur la présidentielle, où il s'estime apte à défendre ce qu'il a fait, c'est-à-dire son mandat, où il en tire les conséquences par lui-même. Il l'a dit sur ce point, et c'est un homme honnête, François Hollande, il en tirera les conséquences, mais moi je crois qu'aujourd'hui, on est face à un président qui, incontestablement, se bat, avec un gouvernement qui se bat. Alors on peut dire, ils se battent, mais ils n'ont pas de résultat, mais en tout cas, en termes de dévouement et de volonté, c'est indéniable. Mais vous-même, il ne vous a pas déçu? Moi, je pense qu'il doit être beaucoup plus audacieux, si, bien évidemment. Sur quoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que, autant j'ai beaucoup de respect et d'estime pour ce que fait ce gouvernement que je soutiens, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Est-ce que
aujourd'hui, alors que une des questions majeures, c'est celle de l'Europe. Est-ce que l'Europe est capable effectivement d'aider à la reprise, à la croissance? Est-ce qu'une famille politique européenne comme la gauche peut seule, à elle seule, supporter ce fardeau? Ou est-ce que le moment venu, alors qu'il y a des attaques contre l'Europe qui viennent de l'extrême droite comme de l'extrême gauche, et surtout de l'extrême droite, est-ce qu'il ne faudra pas trouver une sorte de pacte, d'arc politique entre toutes les familles politiques européennes en France? Est-ce qu'un jour, la question d'une coalition, Enrico Berlinguer aurait parlé en son temps dans les années 85, c'était le dirigeant du grand parti communiste italien, de compromis historique, est-ce que pendant quelques années, nous n'allons pas être tenus à un pacte, à une coalition, pour être plus forts, avec une base électorale plus importante? On a l'impression qu'on en est quand même très très loin aujourd'hui. Oui, vous savez, l'événement, vous verrez que l'événement dictera sa loi. Vous verrez que le deuxième tour de l'élection présidentielle nous amènera peut-être en quelques heures à précipiter des événements que nous n'avons pas voulu préfigurer. Qu'est-ce que vous imaginez comme scénario? Il est possible que si effectivement le Front National, c'est-à-dire une force anti-européenne, qui dit qu'il faut abandonner la monnaie, qu'il faut quitter l'Europe avec toutes les conséquences que ça peut avoir, même sur notre organisation culturelle et politique, est-ce qu'à ce moment-là, au pied du mur, il ne va pas falloir décider beaucoup plus vite ce que nous n'avons jamais voulu entrevoir jusque-là, c'est-à-dire en finir avec un certain modèle de la Ve République. Donc une coalition. Qui clive le pays en deux. Je pense qu'à un moment donné, des pays comme le nôtre, qui sont des grands pays mais qui n'ont peut-être pas toujours la ressource humaine suffisante, ne peuvent plus se payer le luxe du clivage. Merci Jean-Pierre Mignard. Je voulais vous poser une question sur la tendresse en politique. Je n'aurai pas le temps. Je précise que vous venez de publier Gardien de nos frères aux éditions Stock. Merci à vous d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. C'est moi qui vous remercie. Au revoir et bon Noël. Merci, bon Noël à vous. Europe 1, 8h25.